Il est pratiquement 8h20, retour sur le plateau de première édition. Lola, tuée vendredi soir à Paris. 4 suspects étaient en garde à vue et depuis quelques minutes, il y a du nouveau. On en parle avec Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM TV. Bonjour Alexandra. Et on est également avec Anaïs Kroutz qui est à Bois-Colombes, là où la principale suspecte a été arrêtée ce week-end. Christophe le disait, Anaïs, il y avait 4 gardes à vue hier soir. 2 ont été levés ce matin. Et 2 autres suspects vont donc être déférés devant la justice. Oui, et bien parmi ces 2 personnes figure donc la principale suspecte dans cette affaire, une jeune femme de 24 ans qui a donc été interpellée dans cette commune de Bois-Colombes. C'est elle qui a été vue en compagnie de la jeune Lola sur les caméras de vidéosurveillance de la résidence où vivait la jeune fille avec ses parents. Puis on la voit un peu plus tard demander de l'aide pour porter une malle en plastique, celle dans laquelle le corps de la collégienne a été retrouvé sans vie quelques heures plus tard. Alors le profil de cette jeune femme de 24 ans est au cœur des investigations de la police judiciaire. Que faisait-elle dans le 19e arrondissement de Paris ce jour-là? Quel rôle a-t-elle joué dans la mort de la jeune Lola? Selon certains témoins et riverains de l'immeuble où vivait la jeune fille, cette jeune femme de 24 ans aurait eu un comportement perçu comme étrange. La question de sa santé mentale se pose aussi désormais et reste à déterminer. Et donc cette personne va être déférée ce matin avec un autre suspect devant le juge en vue d'une possible mise en examen. Déféré, c'est-à-dire présenté à un juge d'instruction. On ne connaît pas d'ailleurs quel est le profil de l'autre personne. Il y avait 2 femmes et 2 hommes, c'est ça qui Oui, 2 femmes et 2 hommes. La deuxième femme était la sœur de la principale suspecte et elle ne fait pas partie des 2 personnes qui vont être présentées à un juge. L'autre personne est l'un des 2 hommes. Donc déféré, ça veut dire que ces 2 personnes vont voir un juge qui va les mettre en examen, éventuellement, et c'est très probable, les placer en détention provisoire. Et à partir de là, l'enquête va véritablement rentrer dans le dur. Cette histoire, Alexandra, est effrayante. Effrayante parce qu'on a du mal à saisir, à comprendre quelle est la motivation. Quelle est la piste privilégiée? Alors, pour l'instant, la principale suspecte semble avoir agi seule à ce moment-là. C'est en tout cas les premiers éléments qui ressortent de l'enquête. Elle est la dernière personne à l'avoir vue en vie. En garde à vue, selon nos informations, elle s'est exprimée. Elle a parlé aux enquêteurs, même si pour l'instant le mobile reste très flou. Elle ne connaissait a priori pas la victime avant de ce passage à l'acte, avant ce meurtre. Donc tout cela reste à déterminer. En tous les cas, il y a des éléments très étranges qui ont été mis au jour. Il y a par exemple ces chiffres qui sont retrouvés sur le corps de l'enfant, 0 et 1, 2 post-it. Des post-it. Des post-it posés sur les 2 pieds de l'enfant. Là, par exemple, ça fait partie des éléments que les enquêteurs cherchent à comprendre. Alain Vasquez, ancien chef de groupe de la brigade criminelle à Paris, est également en direct avec nous ce matin. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre donc les derniers développements de cette affaire avec 2 gardés à vue qui vont être déférés devant un juge. Il y a une interrogation ce matin sur la santé mentale de la principale suspecte. Comment on gère ce genre de situation ? Écoutez, bonjour déjà. Oui, je pense que ces 2 jours de garde à vue là ont permis de décanter pas mal les différentes versions et les histoires que chacun avait à raconter sur cette affaire, notamment les principaux protagoniste. Alors cette femme, ça se gère relativement difficilement, parce que quand on a affaire à des personnes qui manifestement font preuve de troubles psychiques et qu'il n'y a pas d'explication donnée à un acte, écoutez, on se dirige vers un acte gratuit et bizarre, et ça risque d'être très très décevant. Est-ce qu'il y a une façon particulière, justement, compte tenu du profil, une façon particulière de mener ce genre d'interrogatoire? Parce qu'effectivement, pour les enquêteurs, il doit y avoir des moments assez déroutants.
Alors, c'est toujours un peu délicat d'entendre, d'interroger des personnes qui présentent de tels troubles, parce que bon, on ne peut pas se permettre, vous voyez, quand les propos ne sont pas cohérents, on ne peut pas se permettre de continuer une interrogation qui de toute façon sera stérile. Et il faut prendre ça avec, je dirais, avec beaucoup de discernement, hein, et voilà, et savoir essayer de faire la part de ce qui peut être bien et de ce qui peut être mal pour la procédure, bien sûr, hein, pour l'enquête en elle-même. Voilà, mais ça oblige bien sûr bon, c'est pas une interprétation, mais à bien écouter ce que disent les gens et ces personnes-là, et à ne pas surtout heurter. Bon, on a souvent affaire à de la paranoïa ou à des gens qui se sentent investis de pouvoirs célestes ou sataniques. Bon, c'est un peu du délire, quoi. Alors, il faut faut essayer de faire la part des choses, tout en on n'a pas à minimiser le rôle, tout en déterminant le rôle que ces gens ont pu faire, ont pu avoir dans ce genre de faits. À quel moment est décidée une expertise psychiatrique ? Bon, écoutez, au cours de la garde à vue, déjà, il y a une visite de médecin. Bon, pour la prolongation de garde à vue également, l'avocat est là et bon, on doit bien se rendre compte lui aussi que quelque part, les choses ne sont pas normales. Hein. Et puis, vous avez aussi maintenant les auditions qui sont filmées. Hein. Donc, tout ça amène à être très, très prudent vis-à-vis de ces procédures. Alors c'est une histoire, Alexandra, qui crée une émotion évidemment considérable parce qu'on se met tous à la place de ses parents. Que sait-on de Lola ? Lola, 12 ans, voilà, qui a été tuée donc sauvagement vendredi soir. Lola faisait partie d'une famille décrite comme très unie, très aimante. Elle avait un grand frère et donc ses deux parents, tous originaires du nord de la France. Elle était scolarisée dans un collège du quartier et nos reporters qui ont passé le week-end dans ce quartier ont pu rencontrer des personnes qui la connaissaient et qui décrivent unanimement une jeune fille très gentille, une enfant très gentille. On parle d'une enfant de 12 ans, très gentille, entourée de beaucoup d'amis et qui n'était absolument pas mêlée de près ou de loin à des histoires sordides. Au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. C'est pour l'instant ce qui se dessine. Alors la thèse du trafic d'organes a été évoquée ce week-end, mais selon nos informations, s'il y a bien un témoin qui a dit ça aux enquêteurs, en revanche, la principale suspecte, elle ne parle pas de ça en garde à vue. Alexandra, est-ce qu'il y a un risque que la principale suspecte, s'il s'avère évidemment qu'elle est responsable de ce crime, ne soit jamais jugée ? Oui. Si des experts psychiatres déterminent qu'il y avait abolition de son discernement au moment du passage à l'acte, alors il peut y avoir une ordonnance d'irresponsabilité pénale. Concrètement, ça veut dire que les investigations se terminent et qu'il n'y a pas de procès. La personne est internée en milieu psychiatrique. Est-ce que les éléments en votre possession ou en possession des enquêteurs à l'heure actuelle se dirigent vers cette hypothèse ? Alors, il est encore beaucoup trop tôt pour déterminer s'il s'agit d'un mobile sur fond de problèmes psychiatriques. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que les témoins qui ont croisé cette suspecte dans le quartier juste après le meurtre de Lola décrivent une jeune femme en chaussettes dans la rue, parfois hurlant, avec cette malle où se trouvait le corps de l'enfant. Ça laisse penser qu'il y a effectivement des troubles psychiatriques profonds. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Il est 8h28, l'économie. Nicolas Dos.